Sunday Night Production. Christelle Donnet est souvent considérée comme étant la reine du marathon européen. Détentrice du record de France sur la distance, elle a décroché 3 podiums au marathon de Paris et c'est la seule française à s'être classée 3e au mythique marathon de New York. Pourtant, Christelle était très loin d'être l'athlète la plus performante durant ses jeunes années et rien ne l'a prédestinée à briller sur le circuit international. Alors comment a-t-elle réussi à se hisser au plus haut niveau et quelle stratégie a-t-elle dû mettre en place pour devenir l'une des meilleures marathoniennes d'Europe ? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir en entrant dans la tête de Christelle Donnet. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de ceux qui souhaitent optimiser leur entraînement et leur préparation mentale pour faire moins d'erreurs et être plus performants. Chaque lundi, venez discuter entraînement et psychologie du coureur avec Guillaume et Fred, deux passionnés qui vivent la course à pied au quotidien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'interview. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir dans l'émission l'une des athlètes les plus titrées de l'athlétisme français dans les courses de fond. Il s'agit de Christelle Donnet. Christelle, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Comment vas-tu ? Je vais bien, merci. Bonjour à tous. Et nous sommes aussi en compagnie d'un homme qui voue lui aussi un culte quasi mystique aux courses de fond. Il s'agit de Fred, co-animateur du podcast et entraîneur du groupe Élite au Stade Français Athlétisme. Fred, comment ça va toi en cette belle matinée ? Bonjour Christelle, bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Tu sais, moi, dès qu'on parle marathon, je suis aux anges. Et puis là, on va parler marathon avec, je vais dire, notre référence nationale depuis de très longues années. Donc, je suis plus qu'aux anges, je suis au nirvana. Ça, c'est sûr que c'est un épisode qui va faire très plaisir aux personnes férues de marathon ou celles et ceux qui peut-être un jour souhaitent se lancer. Je suis sûr qu'ils vont apprendre énormément de choses. Christelle, pour te présenter en quelques mots à nos auditeurs, en tout cas celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, tu détiens les records de France du 10 000 mètres, du semi-marathon et du marathon. Et ce n'est pas tout. Tu as été également championne d'Europe en 2014 sur marathon. Bref, tu as un palmarès époustouflant. Et durant ta carrière, tu as brillé aussi bien sur la piste, sur le cross-country ou encore sur les courses sur route. Mais du coup, ça va être un peu ma première question introductive que j'ai envie de te poser. C'est parmi toutes ces distances que tu as courues à très haut niveau, où tu gardes tes meilleurs souvenirs, est-ce qu'il y a quand même peut-être une compétition qui te manque plus qu'une autre ? Alors pour moi, le marathon reste quand même la discipline où je me suis épanouie, où j'ai les plus grandes performances. Voilà, avec mes titres, les participations à de grands marathons. J'ai fait les Jeux Olympiques sur marathon. Mais je garde aussi en souvenir mon premier titre de championne de France de cross en 2007. Et là, le cross, c'est la référence aussi. Il y a tous les athlètes de toutes les disciplines de fond, du 3000 mètres au 10 km, au marathon, et on est tous réunis le même jour, au même endroit. Et un titre de championne de France de cross, c'est très valorisant. C'est le summum aussi de l'athlétisme. Donc, mon premier titre de championne de France de cross, je l'ai encore en mémoire. Et après, ça s'est enchaîné avec 3 autres. Mais c'était aussi un moment clé de ma carrière. Alors ça, c'est assez intéressant parce qu'on avait reçu des marathoniens de l'équipe de France, Johan Durand, Benjamin Malati dans le podcast et notamment Benjamin gardait un souvenir assez particulier des crosses aussi et c'est assez paradoxal parce que finalement dans le sens ça peut sembler éloigné, les labours semblent un peu éloignés des 42 km de bitume, mais finalement tu fais un lien assez direct dans l'effort et la performance sur les deux distances ou pas ? En fait, le cross-country, c'est la base de l'athlète. On en fait dès qu'on est jeune. J'ai eu mes titres de championne de France de cross avant mes performances sur marathon. C'est-à-dire que j'enchaînais les championnats de France de cross et le marathon de Paris. Donc, c'est une très, très bonne préparation pour le marathon. La préparation hivernale passe par le cross. De nombreux athlètes ont fait les championnats d'Europe au mois de décembre. Donc, le cross-country, pour moi, c'est l'abnégation, c'est
c'est l'école de l'athlé dans le fond et la préparation hivernale passe par le cross-country. Alors c'est marrant parce que pour moi c'est vraiment tu le disais, c'est les courses à l'opposé parce que le marathon pour moi c'est vraiment t'es un peu un gros diesel, tu vas courir de manière très régulière et justement c'est un petit peu l'enjeu, alors que le cross-country c'est tout l'inverse, c'est extrêmement violent, il y a beaucoup d'explosivité, il y a des changements d'allure tout le temps. Moi qui déteste ça et qui adore qui adore les courses de fond, c'est vrai que j'ai du mal à me dire comment est-ce qu'on peut aimer les deux. Déjà la distance, les courses sont longues. En féminine maintenant, il faut arriver à courir 10 km en cross, donc ça c'est très long. L'effort mental aussi. Le cross-country par définition, c'est un changement d'allure, sur des parcours où on monte, on descend, il y a de la boue, des parcours difficiles. Donc, au niveau mental, c'est une très bonne préparation aussi pour la suite, pour le marathon, entre autres. En tout cas, je conseille à toutes nos auditeurs et auditrices qui peut-être n'ont pas encore eu la chance de courir un jour sur cross-country, d'essayer au moins une fois cette distance parce qu'elle est vraiment, c'est vraiment l'école de la vie dans la course à pied. Alors, Christelle, là, on va revenir un peu en arrière. Tu as rejoint officiellement ton premier club à l'âge de 11 ans, si j'ai les bonnes informations. Ce qui veut dire, sans dévoiler ton âge, parce qu'on reste galant avec les dames, que tu as plus de 30 ans de licence derrière toi. Donc du coup, j'imagine que tu as été un témoin privilégié de l'évolution de la course, de l'athlétisme, d'un sport presque, on va dire, d'experts confidentiels dans les années 80-90, avec un réel engouement populaire avec le développement du running, notamment sur marathon. Toi, quel regard tu portes sur la démocratisation de ton sport, de notre sport, et comment tu expliques un tel succès ? Oui, en effet, le running a évolué depuis les années 70 avec, entre autres, l'évolution du marathon de New York qui a médiatisé le marathon mondial. Et surtout, moi, je mettrais aussi en avant la féminisation du running. Ça fait très peu de temps que les femmes courent sur les longues distances et elles veulent de plus en plus courir et on recherche aussi la parité sur la course. Donc c'est aussi un grand moment, cette féminisation de la course à pied. Et ça permet aux femmes de se mettre en valeur, d'avoir confiance en elles. Et beaucoup de femmes se sont battues pour arriver à cela. Alors justement, souvent ce qui sert pour des catégories de population pour s'investir dans un sport ou se dire tiens ce sport m'est ouvert, ce sont les exemples. Toi tu peux représenter un exemple pour un certain nombre de femmes qui ont grandi avec l'athlétisme et la course en te voyant notamment à la télé. Et toi, est-ce que tu as eu des modèles féminins sur marathon ou autres qui ont forgé un peu entre guillemets ta destinée en athlète ou en sport? Ça se trouve c'est même pas dans le milieu du sport, mais voilà, est-ce que tu as des modèles qui t'ont accompagné, t'ont poussé dans ce dépassement? Quand je suis arrivée sur marathon et en athlète en équipe de France, donc dans les années 2003-2004, la référence était Paula Radcliffe, cette grande championne qui a eu de nombreux titres et de nombreuses désillusions aussi, notamment lors des Jeux Olympiques. Donc elle, cette force, cette abnégation qu'elle avait lors des compétitions à se livrer corps et âme dans ses luttes contre le chrono, elle ne lâchait rien, elle n'hésitait pas à prendre les devants et face aux Africaines qui étaient plus fortes qu'elle souvent, mais voilà, elle prenait ses responsabilités. Et une autre image que j'ai, c'est lors des Jeux Olympiques avec Tekla Lorupé et la Sud-Africaine, cette image d'apartheid, de partage, passage de la ligne entre une blanche et une noire et le début de l'arrêt de ces images de noir et blanc. Donc voilà, c'est aussi une image qui m'a marquée pendant ma carrière. Christelle, tu nous as dit ta passion pour le cross-country et la fierté que tu as eue quand tu as décroché ton titre de championne de France, mais tu avais 23 ans lors de ta première participation au championnat de France de cross. Avant ça, tu n'avais jamais réussi à te qualifier. D'ailleurs, tu dis toi-même que tu n'étais pas forcément la plus performante quand tu étais jeune. Du coup, quelle stratégie tu as mis en place pour, en quelque sorte, rattraper ton retard et te faire une place au plus haut niveau ?
En effet, j'ai fait mon premier championnat de France en espoir, donc j'étais en pleine étude de kiné voilà, j'ai fini 250e, je crois. Donc, mais j'étais très contente de faire mon premier championnat de France espoir. Pourquoi j'en suis pas arrivée à ce niveau plus tôt? Moi, je prenais l'athlé loisir avec les amis. C'était plus dans le regroupement, comme beaucoup de jeunes. Heureusement, le groupe m'a fait rester dans le milieu de l'athlétisme, malgré que j'ai entamé des études de kiné et post-bac. Et je suis restée vraiment dans ce domaine grâce à un groupe. Donc le plaisir de courir. Et puis après, j'ai rencontré un entraîneur. Et il m'a dit, écoute, je crois que tu as un potentiel. Alors, à 23 ans, j'ai eu du mal quand même à le croire sur le moment parce que on me l'aurait déjà dit. J'ai commencé l'athlé à 10 ans, à 23 ans, ça fait 13 ans. Je dis, bon, on me l'aurait peut-être déjà dit. Et puis, c'était un entraîneur qui m'a entraîné après et qui était très inspirant, très à l'écoute et qui m'a mis en confiance. Et du coup, après, j'ai mis en place cet entraînement avec lui. La confiance, il croyait en moi, donc on a des ailes, on y va. Et puis la progression fait que on passe des caps. Je suis rentrée dans les 100, dans les 50, dans les 20 au championnat de France de cross. Et puis après, c'était parti. Et puis, je lui dois ma future carrière avec d'autres entraîneurs, bien sûr, qui par la suite ont pris la suite de ma carrière. Alors moi je voulais revenir sur un point, je reviens toujours à cette licence à l'âge de 11 ans, du coup on va dire même si ta carrière d'athlète de haut niveau a commencé plus tardivement, qu'elle avait peut-être pas forcément été anticipée sur les catégories jeunes, est-ce qu'il n'y a pas eu une forme de lassitude quand même qui s'est installée, ou comment t'as pu gérer cette longue carrière? Tu as plus de 30 sélections en équipe de France, si le compte est bon également. Donc comment tu gères aussi cette forme de lassitude, parce que même si tu n'étais pas tout de suite au haut niveau, tu as quand même un certain nombre d'années de pratique, en plus avec des conditions tu l'as évoqué, qui n'était pas toujours forcément évidente, parce que quand on mène un double projet, des études assez exigeantes en plus, kiné et parallèlement un entraînement qui commence à devenir de plus en plus pointu, c'est assez épuisant, assez fatigant. Donc comment à un moment on fait face pour renouveler cette motivation et cette envie de toujours y aller? Jusqu'à l'âge de 24-25 ans, j'étais dans l'athlétisme loisir, bien-être. Je prenais plaisir à aller à l'entraînement, mais pas dans la performance, haute performance, on va dire. J'aimais me surpasser pour aller au championnat de France, auquel j'arrivais pas. Mais c'était pas un échec si j'y arrivais pas. Enfin, je courais vraiment pour le plaisir de retrouver les amis, pour aller m'entraîner en groupe. Donc, j'ai pas eu cette lassitude de courir après la performance et très haute performance. Après, j'ai eu la deuxième étape où je me suis investie pour savoir jusqu'où je pourrais aller dans mes limites. Donc c'était diminuer le temps de travail. Donc ça, c'était un plaisir aussi de chercher ce que je pouvais améliorer. Donc j'étais actrice de mon projet. Donc c'est moi qui cherchais à m'entourer de gens, à contacter mes employeurs pour dire qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce que vous me soutenez, tout ça. Donc c'était aussi gratifiant dans ma vie de pouvoir être à haut niveau. Donc ça, c'était aussi une partie de plaisir. Et après, voilà, on passe à la haute performance quand j'ai commencé à rentrer en équipe de France, où j'ai mis de côté mon métier de kiné, et après je me suis retrouvée seule à gérer cette haute performance. Et là, il y a des objectifs différents. Il y a des objectifs financiers pour vivre. On a des objectifs à atteindre
pour aller aux Jeux Olympiques, il faut lutter contre le chrono, il y a de la bagarre en permanence avec les adversaires. Donc voilà, là c'est plutôt cette période qui demande plus d'investissement physique et mental. Et comme j'ai passé ma première moitié avec beaucoup de plaisir, cette deuxième partie m'a semblé aussi une partie de plaisir. Christelle, on va s'intéresser maintenant à une distance qui nous tient particulièrement à cœur et que tu maîtrises à la perfection, puisque tu détiens encore aujourd'hui le record de France sur marathon avec un chrono de 2h24 et 22 secondes. Pour toi, ça représente quoi le marathon? Est-ce que tu penses qu'il s'agit d'une distance peut-être un peu impart dans le monde de la course à pied? Alors marathon pour moi, ça veut dire Jeux Olympiques. Voilà pourquoi je suis montée sur marathon à ce moment précis en 2007. Voilà, c'était pour moi les Jeux Olympiques, c'était sur marathon, la course mythique. Après le 100 mètres, mais nous, les courses de fond, c'est marathon. Et après, c'était aussi de pouvoir participer à des grands marathons. Marathon de New York, marathon de Paris et toute cet engouement de la population autour de la discipline. Et on avait de la chance que les amateurs et les professionnels prennent le départ en même temps. Et ça, très peu de sports peuvent le faire. Et ça, c'est un moment aussi que j'apprécie énormément, c'est de pouvoir partager ma passion avec les amateurs qui courent en 4 heures, 2h30, 3 heures. On a la même sensation, la même fougue, la même envie de se préparer pour son objectif marathon. C'est vrai que le marathon, je crois que c'est la seule distance où finalement, dès que tu franchis la ligne d'arrivée, peu importe si tu l'as franchie en 2h20 ou si tu l'as franchie en 5 heures, tu as toujours ce mouvement de joie, les gens lèvent les bras, les gens sont heureux de terminer. Tu ne retrouves pas ça sur un semi-marathon, tu ne retrouves pas ça sur un 10 km. Vraiment, le fait de finir te donne un sentiment d'accomplissement qui est introuvable dans les autres courses et peut-être même dans les autres sports. Oui, le marathon, c'est l'objectif en soi. Hein. Beaucoup se donnent cet objectif à long terme, courir un marathon. Voilà. On se lance dans cet objectif. Alors souvent, c'est aussi entre amis, c'est un challenge. Alors ça, il faut faire attention parce que c'est pas toujours le meilleur moyen de se lancer sur marathon. Mais voilà, c'est réussir un défi, se prouver qu'on est capable, et c'est souvent de faire un marathon. Tu as une expérience de près de 10 ans à haut niveau sur marathon. C'est très long, 10 ans de marathon sur très haut niveau. Je pense que c'est pas toi qui vas nous dire le contraire. Est-ce que tu penses que cette distance t'a permis d'en apprendre peut-être un peu plus sur toi? Est-ce que tu as tiré des bénéfices de ton expérience de marathonienne? Et j'ai même envie de dire peut-être même au-delà du monde du sport. Alors je dirais le marathon, mais l'athlétisme en général, c'est-à-dire et même le sport en soi. Toute ma carrière a été un épanouissement personnel permanent. Quand j'ai dit que j'étais actrice de mon projet, tu dois te mettre en avant, tu dois répondre aux médias, tu dois te valoriser. Donc ça, c'est un cheminement qui n'est pas forcément naturel pour moi et que j'ai appris au cours de ma carrière. Tu apprends à t'entourer de personnes et moi ça a été plus que du sport, ça a été aussi un cheminement personnel qui m'a permis d'arriver où j'en suis aujourd'hui. Alors tu as parlé de ton titre sur cross, mais globalement quand on dit Christelle Donnet, on pense inévitablement au marathon. Et j'aurais tendance à dire que c'est peut-être là que tu as quand même le palmarès le plus époustouflant, parce que tu as 3 podiums sur le marathon de Paris, 2007, 2009, 2010, une 3e place au marathon de New York, c'est pas rien. Guillaume en a parlé, le record de France féminin sur la distance. Alors, du coup, toi, tu penses quelles sont les qualités que tu as et qui t'ont permis d'avoir cette formidable carrière sur cette distance-là? Alors les qualités, c'est forcément des qualités d'endurance, d'endurance et de pouvoir s'entraîner longtemps
régulièrement, progresser tranquillement aussi. Parce que quand on met tout ça en place, eh ben, ça dure. Et de pouvoir aussi durer dans le temps. Mon métier de kiné m'a permis aussi de pouvoir mettre en place des choses pour durer, donc de prendre soin de son corps et d'être toujours présente aussi mentalement. Ne pas être, comme tu disais tout à l'heure, ne pas être lassée par la distance. J'ai aussi pas fait que du marathon pendant le marathon, c'est-à-dire que je suis restée sur le cross-country, sur le 10 000 mètres, sur le 5 000, j'ai même fait du 1500 lors des interclubs. Donc cette monotonie du marathon, j'aimais la casser par d'autres disciplines, rester sur la piste et le cross-country. Donc s'amuser aussi sur les autres disciplines permet de durer dans le temps aussi. Alors Christelle, en tant qu'entraîneur, hein, tu imagines bien que je suis particulièrement curieux d'en savoir un peu plus sur ta vision autour de la préparation du marathon, d'autant que je sais que tu entraînes également. Du coup, est-ce que tu pourrais nous révéler, toi, quels sont tes fondamentaux en matière d'entraînement pour un marathon? Alors déjà, il faut être régulier, c'est-à-dire qu'il faut éviter les blessures pour que l'entraînement se perpétue dans le temps et qu'on ne revienne pas à zéro à chaque fois. Donc à la fin de ma carrière, moi j'étais un petit peu blessée et c'est ce cheminement qui fait que on repart à zéro, il faut remettre en place toutes les bases. Donc ne pas se blesser, éviter les pertes les pertes de contact avec l'entraînement permet de durer déjà dans le temps. Et après, c'est de mener un entraînement progressif, régulier, communiquer avec son entraîneur afin de bien échanger sur les sensations, de bien mettre en place les choses réciproquement, c'est-à-dire que l'entraîneur doit tout savoir pour qu'il puisse adapter et qu'il soit au courant de la moindre défaillance, ne rien cacher pour pouvoir avancer et ne pas se blesser. Et alors, du coup, il y a une question qui se pose que tu as dit, notamment pour performer sur marathon, c'est pas sur un an, c'est sur plusieurs années, c'est assez long. Il y a une question qui fait souvent débat dans le monde de l'entraînement, la course à pied, c'est la fameuse coupure annuelle. Donc toi, est-ce que ce que tu disais, l'idée c'est pas forcément de trop s'éloigner et à chaque fois repartir à zéro, mais on sait que si on coupe un peu longtemps, on va devoir repartir quasiment à zéro. Est-ce que toi, tu coupais 3 semaines, un mois, ou c'était finalement des coupures un peu plus courtes? Comment s'organisait finalement ta récupération au fil d'une saison et entre les saisons? Alors je coupais très peu, je coupais maximum 15 jours après un marathon, sachant que je courais 2 marathons par an, donc voilà, après le marathon de Paris je coupais 15 jours et puis après le marathon de New York 15 jours, mais si on regarde ma planification et mes résultats, souvent j'enchaînais avec la saison de cross et la saison estivale. Donc sur du long terme, c'est peut-être pour ça que je me suis blessée assez violemment. J'ai eu des coupures de 3 mois, peut-être par un manque de coupure générale plus longue. Donc si c'est à refaire, je ferais quand même une coupure annuelle de 3-4 semaines, peut-être pas tous les ans, mais au moins une fois de temps en temps. Et en 2011, on avait fait le choix pour se qualifier aux Jeux Olympiques de 2012 de faire qu'un marathon, de tout miser sur un seul marathon, afin de pouvoir se régénérer en première partie d'année, et vraiment là faire du light de janvier à juin pour se préparer pour le marathon de Chicago en 2011 et se qualifier. On prenait un risque parce que je faisais qu'un marathon, mais il fallait aussi passer par cette régénération physique et mentale pour cela. Donc un entraînement allégé, pas zéro, pas de repos, mais allégé pour mentalement repartir sur des objectifs élevés.
Merci pour ces précisions qui je pense, éclairent beaucoup cette question qu'on se pose tous. Je vais revenir un peu sur le marathon français, Christelle, qui semble connaître un nouveau souffle. Là, on a l'arrivée de toute une nouvelle génération de marathoniens, mais quand on regarde ça d'un peu plus près, ça concerne essentiellement les hommes, alors que finalement, j'en parlais, la référence sur marathon en France depuis de longues années, c'est une femme, c'est toi. Est-ce que tu as une explication au fait que finalement, le marathon féminin ne suive pas l'élan, le nouveau souffle qu'on peut constater chez les hommes, et comment tu l'expliquerais ? Alors en effet, la génération masculine est très forte, mais on le savait, ils viennent du cross-country. Ils ont été champions d'Europe individuels. Florian Carvalho, Hassan Chadi, Mourad ont eu des performances sur cross-country et sur piste aussi. Donc on les a vus progresser dès le plus jeune âge, des juniors. Donc eux, on savait qu'ils pouvaient arriver et là, ils arrivent. Il faut maintenant qu'ils assoient leur performance et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc là le collectif fonctionne. C'est une génération qu'on a vue depuis leurs âges juniors. Par contre, chez les filles, malheureusement, il y a un creux depuis de très longues années. Alors, les raisons, c'est difficile à expliquer, mais il y a eu les naturalisations dans les années 2004 qui ont un peu porté préjudice au demi-fond français avec le dopage qui en a suivi pour certaines. Et on comptait surtout sur un élément de temps en temps. Et malheureusement, il faut plutôt compter sur du collectif pour qu'ils puissent sortir au moins une ou deux athlètes. Mais le point positif, c'est qu'il y a quelques athlètes qui arrivent là, qui veulent monter sur marathon, et elles sont jeunes. Donc ça, c'est un point positif à l'heure actuelle. Elles vont démarrer. Mais il y a eu un long creux générationnel au niveau des filles, parce que aussi on les avait pas vues sur cross, et voilà, il faut vraiment faire les bases de la discipline aussi. Christelle, on le sait tous, la vie d'un athlète est faite de hauts et des bas, et malheureusement tu as aussi connu une période de blessure, tu l'as rappelé, notamment avec l'accumulation d'entraînement et le manque peut-être de période de récupération, de régénération. Il y a un événement qui t'a particulièrement marqué, c'est ton forfait à seulement 2 semaines des Jeux Olympiques de Londres en 2012 à la suite d'une fracture de fatigue. Alors on imagine bien que devoir renoncer à participer à un marathon olympique quelques jours seulement avant l'échéance et après une longue et difficile préparation, ça doit être un moment très délicat à gérer dans une carrière. Avec le recul, quel regard tu portes sur cette période, et surtout, est-ce que tu en as tiré des enseignements ? Oui, 2012, ça fait partie d'un moment clé de ma carrière. Alors, pas sur le plan positif, mais moi, je pars du principe qu'il faut toujours retirer quelque chose de chaque chose. De mes courses, je retire toujours la façon dont j'ai couru, qu'est-ce qui s'est passé, et les blessures, les échecs, pareil. Il faut toujours rebondir après. D'ailleurs, beaucoup me posaient la question, est-ce que tu vas regarder le marathon de Londres à la télé? Je dis oui, j'y serai pas, mais pourquoi je le regarderai pas? Je suis passionnée, j'adore le marathon, et j'y suis pas, et on va pas revenir en arrière. Donc oui, je vais regarder mes adversaires, et je repartirai vers autre chose. Oui, ça a été un moment difficile parce que j'avais fait toute la préparation. Cette fracture est arrivée 2 heures après ma dernière sortie longue que j'avais effectuée. Je sentais que j'étais en sur-régime, mais bon, on essaye de surpasser et se dire, allez, je vais arriver à ma phase de repos, il me reste 15 jours, je vais décompresser, donc je vais réussir à régénérer. Mais j'étais dans la phase de grosse fatigue. Et ce qui m'a sauvée, c'est que j'avais fait les Jeux Olympiques en 2008. Donc j'avais déjà fait les Jeux Olympiques,
Et là, je me dis, bon, tu les as déjà fait, c'est pas grave, parce que le but de tout sportif, c'est au moins de faire les Jeux Olympiques. C'est le Graal, ouais. C'est le Graal, donc... Mais ce qui me peinait, c'est que là, j'y allais pas que pour participer, parce qu'à Pékin, je montais sur marathon, j'étais dans les 15-20 meilleurs, mais j'allais pas chercher la médaille. Et là, en 2012, avec mes performances antérieures à New York, mon record de France, là, j'y allais pour aller chercher un top 5, donc c'est pas le même déplacement, c'est pas le même investissement. Donc là, oui, ça m'a peiné dans ce sens, c'est-à-dire que j'aurais voulu montrer ce que je valais ce jour-là à très haut niveau sur un grand championnat, parce que je me suis jamais battue à haut niveau sur grand championnat, un championnat du monde de marathon, et malheureusement, j'ai pas pu le faire. C'est vrai que c'est la période souvent de ce qu'on appelle la période de relâche, c'est souvent une période délicate et peu importe le niveau du coureur, c'est vrai que c'est une période où on est un petit peu sur son pic de forme, on doit relâcher, le corps se détend, se relâche et c'est là où survient la blessure. Et d'ailleurs Fred, c'est pas toi qui vas nous dire le contraire, mais c'est souvent une étape très délicate à gérer pour un marathonien ou une marathonienne, encore une fois peu importe son niveau, parce que c'est vraiment la zone où on est un peu sur la ligne, sur un fil quoi. C'est pas pour rien, je pense qu'on parle de pic de forme, hein, parce que si on regarde une montagne et on voit ce que c'est un pic, on bascule d'un côté ou de l'autre si on n'est pas vigilant au sentier. Donc souvent c'est là qu'on tombe malade, souvent c'est là qu'on se blesse et paradoxalement c'est là qu'on est le plus en forme. C'est un équilibre vraiment très très subtil. Et voilà, des fois il faut peu de choses pour basculer d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, il faut rester très vigilant et notamment quand on se sent très en forme. Souvent, on a toujours tendance à vouloir en mettre un peu plus, la petite série ou les 10 petites minutes, 10 quarts d'heure en plus sur sa sortie, et qui finalement on aurait entre guillemets pas dû. Après, comme le dit Christelle, je pense qu'on apprend énormément de chaque expérience et je me dis que peut-être sans cet épisode-là, le titre européen qu'elle a eu ne serait peut-être pas arrivé, parce que parallèlement, ça permet d'analyser et comprendre ce qu'on a fait, ce qu'on a bien fait et moins fait. Je le dis souvent, quand on réussit une course, on s'arrête moins longtemps. On se dit j'ai réussi parce que je me suis bien entraîné, ça et parce que je suis fort, ça s'arrête là. Quand ça marche moins bien, on s'arrête, on se dit pourquoi ça n'a pas fonctionné, et là du coup ça permet de vraiment modifier, de mettre en place de nouvelles choses. C'est sûr, donc il faut être très vigilant sur la fin de la prépa marathon, parce que tout se paye et il suffit qu'une fois on s'est fait un petit peu plaisir à l'entraînement, on a rallongé à une sortie longue comme tu dis, où on est allé peut-être un petit peu plus vite parce qu'on vient chercher de la confiance, mais c'est aussi une épreuve d'humilité, le marathon, et donc il faut rester patient et concentré sur son objectif. Christelle, tu es la seule Française à avoir réussi à faire un podium sur le mythique marathon de New York. Alors pour beaucoup de coureurs et coureuses, le marathon de New York c'est un peu le Saint Graal. En tout cas toi tu sembles affectionner particulièrement, puisque tu comptes pas moins de 5 participations à ton actif au marathon de la grosse pomme comme on dit. Est-ce que tu peux nous raconter les émotions que tu as vécues quand tu cours le marathon de New York, et surtout ce podium de l'autre côté de l'Atlantique, parce que j'imagine que faire un podium à New York, ça doit être quelque chose d'exceptionnel dans la carrière d'un coureur. New York, oh là là, que d'émotions. Oui, en effet, tout le monde, tous les marathoniens veulent courir New York, et j'ai eu cette chance à multiples reprises. Mais 2009 restera forcément un grand moment pour moi. J'y allais avec les étoiles dans les yeux, comme tout à chacun. Et j'y allais aussi sans grande expérience sur marathon, sur le plan de la course féminine, et sur un grand marathon autre que le marathon de Paris. Donc j'étais à domicile à Paris, et là à New York j'allais à l'aventure internationale, et ce jour-là c'était mythique, c'était j'en croyais pas mes yeux, c'est-à-dire que à la 5e avenue, je suis en tête devant Paula Radcliffe, qui avait annoncé qu'elle voulait battre le record de l'épreuve, et je voyais bien qu'on n'était pas sur les temps du record, et elle avait bluffé, et moi j'ai pris les devants, et je suis en tête. J'attaque,
alors j'attaque pas assez vite, donc assez fort, donc elles me reviennent dessus et je réattaque au 25e kilomètre. Et là, pareil, elles me resuivent. Donc j'ai pas réussi à les lâcher. Et en fait, de là, j'ai appris, comme tout à l'heure, on parlait de retirer quelque chose de son expérience de course. Là, j'ai appris que j'étais la plus forte, mais qu'en fait, je savais pas gagner, parce que normalement, j'aurais dû gagner ce jour-là. Mais voilà, j'avais pas mis des attaques assez fortes, assez puissantes pour les lâcher, mais j'aurais dû le faire. Et justement, Christelle, une petite question qu'on peut se poser. Tu es en course, comme tu le dis, avec Paula Radcliffe, qui est déjà une athlète bien installée au niveau international, qui, comme tu le rappelais, a annoncé sa volonté de battre le record de l'épreuve. Quand tu te retrouves devant elle, est-ce qu'il y a, entre guillemets, dans la course, un moment de flottement où tu te dis... logiquement, je dois pas être là parce que ça doit être elle, ou est-ce que vraiment tu te dis là c'est ma place? La première, c'est-à-dire que normalement j'aurais pas dû être là, donc et encore moins à attaquer devant. Donc, mais quand j'ai vu les chronos, je me suis dit écoute, c'est ta place d'être là parce que elle va moins vite que ce qu'elle avait annoncé. Alors peut-être qu'elle va attaquer dans les derniers kilomètres parce que elle a une référence sur 10 km qui est beaucoup plus élevée que toi. Mais j'ai tenté ma chance, mais pas assez fort parce qu'en fait, comme tu dis, j'aurais pas dû être là, donc j'ai fait un petit pétard mouillé en une petite accélération, pensant que ça allait suffire pour aller gagner, pour aller chercher la victoire. Mais bon, ça n'a pas suffi. Et après, je me suis accrochée à la 3e place. Mais de cette expérience, je vais retirer que à un moment donné, faut croire en toi et puis il faut y aller plus fort, quoi. Alors, il y a un autre élément assez intéressant, c'est ce qu'on l'a dit, 5 participations à New York. Tu étais aussi très assidu sur le marathon de Paris, on en a parlé, c'est là que tu as battu le record de France. Ce ne sont pas les 2 marathons réputés les plus roulants de la planète, alors que maintenant la tendance est plutôt chaque marathonien cherche le marathon plus rapide, donc sans être exhaustif, on va chercher à courir à Berlin, à Valence ou sur ce type de parcours. Toi, c'était vraiment un choix d'axer sur ces marathons qui ont peut-être plus une dimension historique et populaire, bien que notamment Berlin est un formidable marathon populaire, et finalement le parcours a-t-il autant d'importance pour toi que celui qu'on lui prête à l'heure actuelle, où ça devient quasiment une obsession absolue de se dire faut que je sois sur la course la plus rapide, voilà. Il est vrai que sur les 13 marathons que j'ai courus, j'ai 3 marathons de Paris et 5 marathons à New York. Donc en fait, ça fait plus beaucoup de place pour les autres. Déjà, c'est une planification, c'est-à-dire que entre les Jeux Olympiques, les championnats d'Europe, les marathons printemps et automne, il faut faire des choix. On peut pas courir partout et à tout moment. J'ai fait le choix de Paris parce que c'était chez moi. Le premier marathon, forcément, je voyais pas le faire ailleurs, même s'il y a des parcours plus roulants. Chez moi, avec mes supporters, la découverte du marathon, parcours plus ou moins difficile, mais pas non plus insurmontable. Un beau marathon. Sur le plan du parcours, vraiment, moi j'adore le marathon de Paris. Donc voilà, pour moi c'était inconcevable de le faire ailleurs. Et les 2009 et 2010, on allait chercher un record de France. Donc à Paris, chez soi, ça nous paraissait évident aussi. Après le marathon de New York, c'est la fidélité aussi. Parce que les organisateurs du marathon de New York, comme beaucoup d'organisateurs, apprécient aussi l'athlète et le sportif et la personne en soi. Et j'avais fait une très belle performance dès mon premier marathon. Donc, ils ont apprécié cela et du coup, ils me réinvitaient. Et on sait que c'est l'un des plus grands marathons, donc l'invitation ne se refuse pas. Et après, ils mettent en place des choses pour que tu sois comme à la maison. Et c'est ce que j'apprécie aussi au niveau organisationnel. Et du coup, j'arrivais sans pression et je connaissais où j'allais mettre les pieds en fait.
ma petite routine de pré-course m'allait bien et à New York, j'étais chez moi, tout simplement. Alors, il y a un autre élément dont on n'a pas parlé à New York, c'est que parmi les marathons du World Marathon Major, ce qu'on appelle les majors, c'est le seul qui ne met pas en place de lièvre. Donc, est-ce que quand on aborde une course dans ces conditions, ça change quelque chose? Tu t'y es préparé un peu différemment ou non? Alors on s'y prépare pas spécialement, on se prépare pour le marathon en soi. Après mentalement, on s'y prépare parce que non seulement il n'y a pas de lièvre, mais en plus on court entre féminines. On prend 30 minutes d'avance sur les masculins. Donc là, ça, c'est différent. Par contre, courir entre femmes ou courir avec un lièvre masculin, c'est complètement différent. J'ai toujours fait les marathons de Paris avec mon conjoint qui menait l'allure et moi, j'étais à côté pour me relâcher au maximum. Par contre, à New York, c'était le mano à mano, c'est-à-dire l'objectif principal, c'était gagner New York. Même deuxième ou troisième, on va pas dire que c'est rien, mais voilà, l'objectif de chaque athlète, c'est de gagner New York, quel que soit le chrono. Donc c'est pas la même course, c'est-à-dire à Paris, j'allais chercher le chrono et à New York, j'allais chercher la place. Alors, du coup, tu en parlais, tu as couru à Paris, notamment lors de ton record de France avec ton compagnon. Comment on gère, parce que c'est un athlète qui a un très bon niveau évidemment. Comment on gère quand on est un couple comme ça avec deux athlètes de haut niveau, enfin une de très haut niveau et un de haut niveau? Comment on gère les relations? Est-ce que la symbiose est facile à trouver ou on est quand même des compétiteurs? Est-ce qu'à un moment il y a une petite compétition quand même entre le mari et la femme? Ça s'organise comment? Du coup, peut-être des moments d'incompréhension ou de sacrifice aussi, voilà. Ou de sacrifice aussi, parce qu'on doit finalement prioriser la carrière de madame ou de monsieur à un moment donné. Donc il y a aussi une notion de sacrifice, j'imagine. Alors il faut trouver l'équilibre, c'est le maître mot, équilibre. Nous, on a réussi à le mettre en place, même si on parle athlétisme, marathon, quasiment en permanence. Donc ça, c'est un équilibre haut au niveau sport. Alors, j'ai jamais voulu qu'il sacrifie son propre entraînement, sauf quand on arrivait à des niveaux égaux, c'est-à-dire que lui était en méforme et moi je montais en puissance, où là on pouvait éventuellement faire quelques footings ou quelques séances ensemble. Voilà, mais sinon il ne s'est jamais mis à mon service pendant l'entraînement. Il faisait ses propres séances, moi je faisais les miennes. C'est sûr qu'on partait à l'entraînement ensemble en fonction de son travail, etc. Mais voilà, il ne faisait pas ses séances puis les miennes, etc. Donc on arrivait à séparer nos deux vies d'athlètes sur ce plan-là. Par contre, il m'a emmené 3 fois sur le marathon de Paris parce que il avait aussi ce sentiment de participer à ce record et il voulait m'aider. Il avait aussi ces sensations de on va réussir, il avait des frissons, donc autant être dans l'événement que à côté, parce que il était au plus près de moi et il l'avait mieux vécu que s'il avait été sur le bord du trottoir. Donc ça, il m'a emmené. Après, il avait les capacités pour le faire aussi, puisqu'il a fait 2,19 au marathon. Donc, il avait largement les capacités pour m'emmener sur les bases de 2h24. Et puis de passer la ligne avec son conjoint en battant un record de France. Que demander de mieux pour un couple que de vivre autant d'émotions ce jour-là. Donc, après, on partage plein de choses.
Christelle, on va changer de registre et on va mettre de côté le sport et on va s'intéresser à quelque chose de peut-être un petit peu moins reluisant. Un combat que tu as mené contre des dirigeants de la Fédération internationale d'athlétisme, l'ancienne I2AF, dont Lamine Diack, l'ancien président qui a été, pour faire un petit rappel de l'histoire, accusé d'avoir monté un système de corruption dans lequel donc Lamine Diack et ses proches auraient touché de l'argent pour étouffer des affaires de dopage liées à l'athlétisme russe. On se croirait dans un polar, tu sais, ça paraît tellement assez dingue que des fois la fiction dépasse la réalité. Chose très rare, c'est que tu t'es constitué partie civile lors du procès au tribunal qui a lieu à Paris, au vu du préjudice que tu as subi, puisque tu as eu comme adversaire des athlètes qui étaient présumés dopés, donc tes chances étaient forcément réduites. Le 16 septembre 2020, Lamine Diack a été condamné à 4 ans de prison, dont 2 fermes pour son implication dans un réseau de corruption. Il a fait appel de cette décision, mais est-ce que cette décision de justice, qui est quand même hautement symbolique, est-ce que tu penses que on va définitivement tourner la page de cette sombre période du monde du sport qui peut-être est d'un autre âge? Je l'espère. Après, des problèmes de corruption, il y en a dans tous les domaines encore et dans le sport, mais j'espère que ça marquera l'histoire, puisqu'il y avait quand même eu beaucoup de sommes d'argent en jeu. Corruption aussi qui a caché des cas de dopage, et c'est pour ça que je souhaitais me mettre partie civile. Alors ça n'a pas été simple, parce que c'était un nouveau combat, il n'y avait pas forcément de règles, de lois pour nous, les sportifs. J'ai mené ce combat grâce aussi à un avocat qui est passionné de marathon et de running, et on était à chaque fois attristé par le fait que il y a encore eu une affaire de dopage, une russe, une africaine, voilà, des athlètes qui nous passaient devant et que ils nous rendaient pas notre argent, voilà, ils prenaient 4 ans, mais il y a aussi notre préjudice, un préjudice financier, un préjudice moral, un préjudice de négociation de sponsors, parce que entre 2e et 4e c'est pas pareil, des médailles. Donc tout ça, on en avait marre tous les deux qu'il y ait rien de fait pour nous les sportifs. Donc on a pu rentrer dans cette affaire de corruption, puisqu'il y avait entre autres la première la première athlète concernée, c'était Lilia Chobukova, et qui était une grande marathonienne russe et qui a été soupçonnée de dopage ultérieurement, quelques années après sa carrière. Et est-ce que tu es satisfaite de la décision de justice qui a été rendue à Paris? Oui, sur le plan des peines financières et des peines de prison, oui. De mon côté, nous, ce qu'on voulait, au-delà du côté financier, parce que je pense que je toucherai jamais mon argent vu les sommes qui sont en jeu, c'était d'être reconnu partie civile. C'était ça, pour moi en tant qu'athlète, c'était le plus important, pour marquer l'histoire d'un sportif ou d'une sportive reconnue partie civile. Et après, le côté financier, donc on n'a pas eu tous les recours. Et comme je dis, voilà, vu les sommes en jeu, je pense que je ne les toucherai pas. Donc on était quand même très très satisfait avec mon avocat de cette décision. De cette décision, pardon, excusez. Alors, ce que souligne Christelle est vraiment important, parce que la lutte antidopage, elle peut revêtir différents volets. Et évidemment, lorsqu'on attrape les tricheurs, c'est la suspension pour eux. Mais on oublie, et souvent on fait un peu la focale sur eux, mais on oublie souvent les victimes qui elles, finalement, n'ont jamais une réparation du préjudice, parce qu'une fois qu'on n'a pas eu un podium, qu'il soit sur un grand marathon ou sur un championnat du monde ou un championnat olympique, même si on vous redonne la médaille 4 ans après, toutes les conséquences directes
qui auraient pu être mises en place suite à une telle performance, c'est-à-dire de nouveaux sponsors qui arrivent ou certains qui augmentent leur aide, toute la structure autour. Enfin, il y a tellement d'implications et c'est important. Enfin, moi, je salue l'action qu'a eu Christelle parce que c'est aussi important qu'à un moment, les athlètes floués puissent faire valoir leurs droits. C'est encore pas forcément très bien vu. On l'a vu sur d'autres cas en France où des athlètes ont été suspendus, ont peu revenus et certains ont pu s'exprimer sur ce retour-là, pas contre les personnes, mais contre le système qui permet ça, évidemment. Et du coup, on leur a dit, bah voilà, lui, il a purgé sa peine, maintenant, c'est bon, t'as rien à dire. Bah si, parce qu'à un moment, moi, j'ai perdu peut-être une sélection, j'ai perdu un podium et ça aurait peut-être changé beaucoup de choses dans ma carrière. Christelle, maintenant, on va se projeter un peu sur l'avenir. On va regarder devant. Parce qu'on est très curieux, déjà nous, mais je pense que toutes celles et tous ceux qui nous écoutent également, sur quels vont être tes projets pour l'avenir. Parce que, pour petit rappel, en janvier 2020, tu avais intégré la Fédération française d'athlétisme sur leur stade et notamment, plus particulièrement, sur le groupe marathon. Et en mars dernier, donc un tout petit peu plus d'un an après, tu as annoncé que tu quittais ces fonctions-là. Donc on va avoir évidemment une petite question, c'est finalement pourquoi et pourquoi faire maintenant. Tu retrouves une forme d'indépendance et est-ce que ça va être au bénéfice d'athlètes concrètement ? Oui, j'ai fait une mission à la Fédération française d'athlétisme en tant que référente du marathon. J'ai arrêté cette mission fin d'année et ce fut une année riche en expérience. J'ai eu la chance de faire la seule compétition internationale en équipe de France, enfin avec une équipe de France. Donc ça, c'est une grande joie de 2020 parce que peu d'athlètes ont eu cette chance de pouvoir porter le maillot de l'équipe de France et je l'ai fait avec deux belles équipes sur semi-marathon, les championnats du monde, les garçons qui ont brigué une 6e place et première européenne et les filles qui montent en puissance, qui ont fait des courses individuelles intéressantes pour un collectif d'une 10e place mais prometteuse. Donc ce fut pour moi un très bon objectif d'atteint. Et depuis, oui, j'ai arrêté cette mission et je continue à entraîner. Alors l'objectif pour moi, c'est de mettre mes compétences de kiné, d'entraîneur, d'athlète de haut niveau pour les autres. C'est-à-dire que j'aimerais mettre en place, je vais mettre en place du coaching avec cette casquette. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'importance de durer dans le temps, donc et pouvoir mettre au service des autres ces multiples compétences que j'ai et que j'ai acquis avec l'expérience du haut niveau. Mais je souhaite pas m'adresser qu'à la performance, la haute performance. Pour moi, tout sportif ou toute personne qui a un objectif dans sa vie doit être encadré et encouragé. Et c'est ce que je veux faire dans les jours à venir. C'est un beau projet. Christelle, je me permets de revenir sur ta mission au sein de la Fédération française d'athlétisme pour reprendre en main le hors-stade, parce que c'est vrai que c'est une annonce qui avait suscité beaucoup d'espoir. En tout cas, moi, quand je l'avais entendu, j'étais assez content déjà de voir un peu de renouveau, de voir aussi une femme prendre ce poste-là au sein de la Fédération française d'athlétisme. Ça a duré finalement que 1 an. Du coup, déception. En tout cas, moi, je l'ai vécu un peu comme une déception. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui a motivé ton choix finalement d'arrêter cette mission alors que, tu l'as dit, les championnats d'Europe se sont plutôt bien passés et que les résultats étaient très prometteurs? Alors c'est un choix personnel qui je rentrerai pas dans les grands détails, mais et à un moment donné il faut savoir aussi savoir où on va, donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix, mais
On l'a fait avec la fédération, on était en accord et voilà, il faut rester sur les points positifs et ces deux équipes de France, elles vont encore évoluer et comme l'a dit Frédéric, le collectif masculin prend une belle place, évolue dans le bon sens, 3 qualifiés aux Jeux Olympiques, enfin 4 avec un remplaçant, mais voilà, il y aura 3 athlètes aux Jeux Olympiques de Tokyo, donc ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu ce quota d'athlètes. Et voilà, il faut continuer le travail et ça sera pas avec moi, mais voilà, je sais qu'ils pourront mener le combat encore. Et pour revenir sur ton projet à venir, donc toi tu es issu du monde de l'athlétisme, mais du coup, ça va s'inscrire dans le cadre d'un club. On sait que tu es très lié à la Sarthe et notamment à un club sur place, l'ESA, pour pas le citer. Et ou est-ce que ça va être une démarche plus individuelle, un accompagnement plus personnel? Alors oui, je suis sartoise, donc pour l'instant, je réside encore sur Paris, donc après, c'est vrai que j'ai toujours des projets de pouvoir revenir chez moi en Sarthe, mais à l'heure actuelle, c'est pas encore le cas. Le projet, c'est plutôt d'accompagnement personnel, faire ce que les gens ont envie de faire selon leurs besoins, leurs envies, et les accompagner au mieux de ce qu'ils veulent, ce qu'ils ressentent, mais en amenant ma touche personnelle, mais c'est ce que font aussi les entraîneurs au quotidien, mais c'est-à-dire l'accompagnement au plus près, le mieux adapté pour la personne, mais quel que soit l'objectif de cette personne, c'est-à-dire que une femme qui revient de maternité, comment elle peut se remettre en mouvement, une personne qui veut courir un marathon ou une personne qui veut faire du sport régulièrement et être en bonne forme tout simplement. Donc trouver cet équilibre dont on a parlé aussi en début d'interview et surtout un épanouissement personnel. On arrive presque à la fin de notre échange, Christelle. Il y a une grande échéance qui arrive en France, évidemment, c'est Paris 2024. Fred disait tout à l'heure, effectivement, peut-être le manque de densité encore sur le marathon féminin. Qui tu vois un peu pour prendre ta relève aujourd'hui sur le plateau français? Est-ce qu'il y a peut-être des athlètes féminines sur lesquelles tu aimerais miser pour l'avenir? Alors j'ai eu la chance de la côtoyer régulièrement. L'athlète la plus propice à l'heure actuelle, c'est Liv Westphal, qui n'a pas encore fait de longue distance, mais qui aimerait aussi monter sur marathon. Donc c'est l'une des athlètes à qui je donne des conseils, que j'ai régulièrement au téléphone, comme d'autres athlètes qui me contactent régulièrement, avec qui j'échange, parce que j'aime ce côté proximité des autres. Donc dès qu'on me demande, je suis toujours contente de répondre aux attentes des uns et des autres. Donc oui, Liv, j'espère qu'elle pourra monter en puissance et avoir cet objectif de Jeux Olympiques en 2024. On l'a vu, elle a battu le record de France du 10 km, donc elle est professionnelle, elle a sa structure en Espagne et je sais qu'elle met tout en place pour pouvoir un jour faire le marathon et les Jeux Olympiques futurs. Eh bien, écoute, on va suivre ça de très près. On finit toujours nos interviews avec cette question, Christelle. Si tu pouvais revenir 35 ans en arrière et avoir l'opportunité de donner un petit conseil à la Christelle de 12 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? C'est loin, il y a 35 ans, hein, mais la Christelle sportive ou la Christelle... La Christelle de 12-13 ans, peu importe. En général. Exactement. Eh bien, écoute... En début d'adolescence. Je garderai l'état d'esprit que j'ai eu. Après, je mettrai plus
d'implication vers les autres, c'est-à-dire que je suis un peu trop introvertie et j'aurais mis plus de allez fonce, vas-y, entoure-toi de gens, n'hésite pas à demander aux uns et aux autres, ce que je fais pas toujours. Donc voilà, je dirais à l'ado, voilà, entoure-toi de bonnes personnes et prends les conseils de tout le monde. Merci infiniment, Christelle, pour cet échange. Je sais pas, Fred, si tu veux conclure ou rajouter quelque chose. Moi, simplement remercier Christelle d'avoir partagé ce temps avec nous et sa passion du marathon, parce que voilà, c'est comme je le disais en introduction, et je l'ai pas dit parce qu'elle était présente, mais c'est sur les 20 dernières années, c'est la seule référence sur marathon qu'on ait, hommes et femmes confondus. Faut le dire assez clairement. Donc voilà, peut-être que ceux qui commencent à courir maintenant, qui ont 20 ans, dans 20 ans auront d'autres références puisqu'une nouvelle génération émerge. Mais en tout cas, pour les athlètes qui ont mon âge, voilà, c'est la championne d'Europe du marathon, la recordwoman de France du marathon, et on a le plaisir de pouvoir échanger avec elle. Donc merci Christelle. Merci à tous.